Bonjour à tous. Donc je suis Caroline Vergro et je suis encore pour quelques jours, comme c'est indiqué sur le programme, responsable de l'Observatoire à l'espace éthique Île-de-France. Mais en fait, la semaine prochaine, je débute un tout nouveau poste à l'espace éthique des Hauts-de-France. Et donc, dans ce que je vais essayer de développer juste après, vous verrez que je m'inspire beaucoup de ce qui a pu être dit dans ce qu'on a mis en place à l'espace éthique Île-de-France, donc voilà, des rencontres en visio, des rencontres en présentiel, qui étaient organisées à destination des porteurs et membres de démarches éthiques. Voilà, je m'inspirerai beaucoup de ce qui a pu être dit par les uns et les autres dans ces rencontres. Alors, peut-être pour commencer, j'aimerais proposer une définition de l'évaluation, qu'il s'agit d'émettre un jugement, de juger de la valeur de quelqu'un ou de quelque chose. Donc en l'occurrence ici, il s'agit d'émettre un jugement sur la valeur d'une démarche. Et je souhaiterais ici distinguer trois types d'évaluation. L'évaluation externe, l'évaluation interne, auto-évaluation, et troisièmement l'évaluation croisée. Je détaille un tout petit peu. Donc l'évaluation externe, évidemment, c'est celle qui est menée par les organismes de la qualité. L'évaluation interne, auto-évaluation, c'est celle qui est menée par la démarche éthique elle-même. Et ici, évidemment, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser sur la manière de faire. Qu'est-ce qu'on interroge les personnes qui auraient saisi la structure éthique? Est-ce qu'on interroge l'ensemble des professionnels de l'établissement? Est-ce qu'on interroge les usagers? Voilà, donc tout un tas de questions sur les modalités de cette évaluation interne. Et enfin, l'évaluation croisée, enfin ce que j'appelle l'évaluation croisée ou interstructure, entre pairs. C'est une idée qui avait été proposée par Yanis Constantinides, qui est philosophe et qui travaille beaucoup avec l'espace éthique Île-de-France. Donc c'est lui qui proposait cette idée d'une évaluation croisée, et il me semble que finalement cette modalité-là, elle rejoint en quelque sorte un peu les objectifs du réseau des démarches éthiques, qui est de faire se rencontrer entre elles les démarches pour qu'elles puissent se critiquer avec bienveillance, se donner des conseils. Voilà, et donc il pourrait s'agir ici d'essayer de définir ensemble, entre démarches éthiques, les critères qui pourraient être pertinents pour cette évaluation croisée. Donc on peut prendre l'exemple de deux EHPAD qui auraient chacun un comité d'éthique et qui décideraient d'essayer de s'évaluer l'une l'autre, d'évaluer l'une l'autre le travail de son voisin, et donc de définir au préalable sur la base de quels critères pourrait se faire cette évaluation. Alors maintenant qu'on a fait un peu ces distinctions, la première question qu'on peut se poser, c'est finalement est-ce que l'éthique, est-ce que la démarche éthique est évaluable? Est-ce qu'on ne serait pas ici face à quelque chose d'inévaluable? Alors difficilement évaluable certainement, mais inévaluable je ne pense pas. Mais au-delà de ça, il me semble qu'on peut aussi se demander si l'éthique elle est évaluable au sens où est-ce que justement l'éthique elle ne devrait pas être un lieu disons protégé, où pour une fois on ne serait pas obligé d'être efficace. Et je pense ici à la personne responsable du comité d'éthique d'un centre hospitalier francilien qui se demandait si l'éthique, elle ne devrait pas être ce lieu où la pensée est possible sans être, je la cite, dans la production, dans la performance et en résistance à l'agir permanent qui est exigé de la part de l'hôpital. Voilà, donc finalement, on pourrait se demander ici si ces deux démarches, celle de l'éthique et celle de l'évaluation, elles ne seraient pas finalement deux démarches incompatibles. Mais pour l'instant, j'aimerais partir du principe que l'éthique est évaluable. Et si on regarde très concrètement, il y a déjà des éléments qui sont facilement chiffrables, facilement quantifiables. Le nombre de réunions, le nombre de participants à un événement, le nombre de saisines, le nombre de comptes rendus, etc. Voilà, donc ça, c'est assez facile. Mais si on veut essayer d'être un peu plus fin, notamment en termes d'impact de la démarche, bien souvent, les bénéfices procurés par une démarche éthique sont assez, disons, intangibles. Par exemple, les changements qu'une participation à une démarche éthique peuvent engendrer
au niveau de la relation de soins, d'accompagnement, on sent bien que ces changements-là, ils sont assez difficiles à saisir, à mesurer, à objectiver. Mais on peut quand même essayer d'en dire quelque chose. Et je prendrai ici l'exemple d'une démarche éthique au sein d'une fondation à Paris qui avait mis en place un petit livret pour les professionnels qui participaient à la démarche éthique, un petit livret que ces professionnels étaient invités à remplir. Et l'idée, c'était d'essayer de rapporter en quoi le fait de participer à cette démarche éthique, en quoi ça les aidait dans leur pratique au quotidien, et puis d'essayer de noter au fur et à mesure leur progression. Alors évidemment, c'est subjectif de dire oui, ça m'a aidé, j'ai progressé sur tel plan dans ma pratique, etc. C'est subjectif, c'est le ressenti, c'est la perception du professionnel. Mais en même temps, il me semble qu'on ne peut accéder à ces éléments-là que d'un point de vue subjectif. Ce sont des éléments qui, me semble-t-il, sont impossibles à objectiver. D'où l'importance de pluraliser les méthodes d'évaluation avec d'une part des données chiffrées, mais aussi des données évidemment qualitatives. Et puis finalement, même si on fait une super évaluation, qu'on y passe beaucoup de temps, etc., on ne pourra de toute façon jamais tout dire de l'objet qu'on évalue. C'est le principe de toute évaluation, et donc c'est la même chose pour l'évaluation d'une démarche éthique. Elle ne pourra pas tout dire de la démarche éthique. Voilà, donc il faut bien avoir conscience que l'évaluation a bien évidemment ses limites et que la réalité d'une démarche éthique, elle débordera toujours nécessairement l'évaluation qui en sera faite. Alors, finalement, avec tout ce qu'on vient de dire, finalement, pourquoi évaluer l'éthique, pourquoi évaluer la démarche éthique il est important ici de ne pas se méprendre sur les objectifs de cette évaluation, que celle-ci soit externe, interne ou croisée. Et il me semble que l'évaluation, elle doit d'abord être là pour essayer de valoriser le travail qui a été fait, pour essayer de rendre compte de la valeur de ce qui a été fait, et puis pour essayer de justifier de son utilité, pour évidemment continuer à obtenir les soutiens, les financements alloués à la démarche. Voilà, donc on voit bien ici qu'il peut y avoir une dimension assez stratégique à l'évaluation. Et puis l'évaluation, elle est aussi là pour essayer de produire un bilan de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et donc de se placer dans une dynamique d'amélioration continue de cette démarche. Donc voilà, selon moi, 2 objectifs, la valorisation du travail effectué et se placer dans une dynamique d'amélioration. Alors évidemment, par contre, à l'inverse, il y a aussi des dérives possibles, des risques potentiels. Le principal que je vois, c'est que cette évaluation, elle fasse qu'on se place finalement dans une démarche d'essayer de cocher des cases, d'être conforme aux attendus. Et le risque, c'est que cette recherche de conformité, elle fasse que finalement on passe à côté, on perde de vue les besoins spécifiques du terrain et puis qu'on perde de vue les spécificités du contexte. Et donc que finalement la démarche s'essouffle, se dévitalise assez rapidement une fois que la certification sera passée, tout simplement parce qu'elle ne sera pas adaptée au contexte. Donc pour le dire autrement, le risque, c'est d'être un peu dans une logique du bon élève, qui aura bien coché toutes les cases, qui aura plutôt une bonne note à l'évaluation de la démarche éthique, mais finalement en pratique, la démarche, elle ne bénéficiera pas tant que ça aux professionnels. Et cette stratégie-là, celle du bon élève, elle peut parfois être observée, c'est ce que nous disait en tout cas une évaluatrice externe dans le médico-social. Voilà, donc le risque, c'est l'évaluation pour l'évaluation, mais il ne faut pas perdre de vue que l'évaluation de la démarche, c'est une opportunité pour la valoriser, pour la mettre en valeur, et puis une opportunité également pour s'améliorer, faire un bilan de ce qui a été fait et essayer d'aller un peu plus loin. Alors pour finir, la dernière question que j'aimerais poser, c'est finalement à quoi sert une démarche éthique ? Et je pose cette question parce qu'il me semble que l'évaluation, elle suppose en amont d'essayer de se mettre d'accord sur ce que serait une bonne démarche éthique, une démarche éthique de qualité, ce qui supposerait de savoir à quoi devrait servir une démarche éthique. Puisqu'évidemment, selon les finalités qu'on se fixe, pour cette démarche, selon la visée que l'on a, les critères, les outils d'évaluation, ils ne seront pas les mêmes. Par exemple, si on se dit que la démarche éthique, elle est d'abord là pour permettre aux professionnels de se ressourcer, de se sentir mieux, dans ce cas, qu'est-ce qu'on mesure ? Est-ce qu'on mesure le degré de bien-être sur une échelle de 0 à 10 ?
avant et après participation à une démarche éthique? Est-ce qu'on mesure le degré de turnover dans un service avant et après la mise en place d'une démarche éthique? Ou encore le degré de bien-être entre ceux qui participent à la démarche et ceux qui n'y participent pas? Mais si par contre on se dit que la finalité de la démarche, elle est plutôt d'essayer de bousculer les habitudes, de déranger, d'accueillir les désaccords, la conflictualité, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que c'est le degré de résistance, d'opposition que la mise en place de la démarche va susciter au sein de l'établissement, avec l'idée qu'à partir du moment où on sent des résistances ici et là, c'est peut-être le signe indirect qu'on est bien en train de construire une démarche éthique et pas juste une vitrine ou une coquille vide. Voilà, donc il me semble que derrière la question de l'évaluation, il y a la question de savoir pourquoi, dans quel but on veut mettre en place une démarche éthique. Et si on se questionne sur l'évaluation, voilà, il me semble qu'on ne peut pas faire l'impasse sur un questionnement sur les finalités de cette démarche éthique. Alors en conclusion, si je reviens sur les 3 types d'évaluation que je mentionnais en introduction, donc externe, interne et croisée. Voilà, juste quelques mots de conclusion pour chacune. Donc l'évaluation externe sur les différents critères du référentiel, alors je ne vais pas détailler, mais notamment les professionnels sont régulièrement sensibilisés, formés à l'éthique. Les personnes concernées participent à la démarche. Les professionnels ont un endroit, un espace pour venir parler de leurs dilemmes, de leurs doutes, etc. Il me semble que sur ces critères, les établissements ont quand même une petite marge de manœuvre et d'interprétation qui est non négligeable pour y répondre. Et il me semble qu'on peut faire preuve de créativité, d'inventivité sur la façon de les mettre en œuvre. Une évaluatrice externe dans un des ateliers nous disait, je la cite, les cases à cocher sont élastiques. Donc ça c'est pour l'évaluation externe. Pour l'évaluation interne ou auto-évaluation, là aussi il me semble qu'on peut se montrer créatif au sens où il y a 1000 façons d'évaluer le travail qu'on a mis en place. Alors évidemment, on peut s'inspirer des critères du référentiel, mais on peut aussi décider d'être dans une démarche plus participative et essayer de construire et affiner soi-même ces critères, sans perdre de vue, encore une fois, que ces critères, ces indicateurs qu'on va choisir, ils doivent correspondre aux finalités qu'on s'est fixées au départ. Donc si par exemple un de nos objectifs essentiels dans une démarche éthique, c'est que cette démarche ne soit pas réservée aux cadres, aux médecins, aux chefs de service, mais qu'elle soit bien l'affaire de tous, que tous les autres professionnels puissent également s'impliquer, participer à égalité, peut-être qu'alors dans cette auto-évaluation, on peut essayer d'aller un peu plus loin que de se dire c'est bon, on a assuré une diversité dans la composition du comité, on a 2 aides-soignantes dans le groupe éthique. Sauf qu'en fait, elles n'osent presque jamais prendre la parole. Donc peut-être qu'au niveau de l'évaluation, il peut s'agir de réaliser des entretiens avec chacune de ces aides-soignantes pour essayer de comprendre pourquoi c'est difficile pour elles de prendre la parole et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour qu'elles osent parler. Et peut-être que la solution, c'est qu'il n'y ait pas de médecin dans le groupe. C'est d'ailleurs ce qui avait été décidé par une démarche éthique interassociative dans le médico-social en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, ils avaient décidé qu'il n'y aurait pas de médecin dans la composition du comité. Et donc, dernière modalité d'évaluation, l'évaluation croisée entre structures, donc entre pairs. J'en profite pour vous dire que dans l'école d'été de l'espace éthique qui sera organisée en juin prochain, 18 et 19 juin, il y aura précisément un atelier sur cette thématique-là, de l'évaluation croisée, où l'objectif ce sera de réfléchir ensemble aux critères en petits groupes, d'essayer d'identifier les indicateurs qui pourraient être pertinents et qu'on pourrait mobiliser pour cette évaluation croisée entre pairs. Donc je reprends l'exemple du début, on aurait 2 EHPAD qui se seraient préalablement mis d'accord sur le fait que par exemple dans leur démarche éthique, le fait que les résidents puissent participer à la démarche éthique est vraiment un critère essentiel pour eux. Et donc un des responsables pourrait dire, nous dans notre démarche éthique, on a mis en place ça et ça pour essayer de faciliter cette participation des résidents et ça marche plutôt bien. Et vous, comment est-ce que vous avez abordé cette question-là ? Alors évidemment, il y a des limites à cela, puisque quelque chose qui a pu marcher dans une structure ne marchera pas forcément dans une autre, puisqu'il peut y avoir des éléments de contexte évidemment qui diffèrent. Mais voilà, il me semble que cette modalité d'évaluation, l'évaluation entre pairs, elle mériterait d'être davantage réfléchie et mise en place.
précisément, et je m'arrêterai là, parce que dans une évaluation entre pairs, non seulement on bénéficie d'un regard extérieur, mais qui ne serait pas ici surplombant, et en plus, on sera moins dans une logique d'essayer de se justifier, de rendre des comptes, ce qui est, je pense, inévitable dans une évaluation externe, mais on sera davantage dans une logique d'essayer d'évoluer et de s'améliorer. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Très bien, bon, merci beaucoup pour cette présentation. Ça nous laisse du temps pour poser des questions. On a tous tenu le temps, voire utilisé un temps inférieur à celui qui était prévu, donc on a beaucoup de temps pour les questions, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Nao. Oui, je voulais juste reprendre une phrase qui a été dite, que c'était peut-être important que ce soit ouvert à tout le monde. Néanmoins, au sein d'un comité, c'est pas toujours facile quand il y a des... On a beau se dire on est dans un comité, on fait un peu abstraction de son statut et on fonctionne à l'horizontale. C'est pas toujours si simple dans la réalité. C'est-à-dire quand on a un directeur dans un comité et on voudrait par exemple poser une question qui sur justement une façon de faire de la direction. Comment on pose cette question? Et en l'occurrence, ça reste un supérieur hiérarchique. Donc ça, c'est pas toujours en pratique si simple, je pense. Effectivement, c'est une problématique qui revient souvent. Dans ce que j'ai pu observer dans les différentes démarches, quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, évidemment, c'est pas toujours possible, mais qu'il n'y ait pas de lien hiérarchique direct entre les membres. Voilà, alors c'est pas toujours possible, et effectivement, s'il y a des liens hiérarchiques directs, évidemment, on peut pas exclure qu'il y ait une certaine censure et dans les prises de parole, c'est sûr. Oui, puis je rajouterais qu'effectivement, ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que la prise de parole, c'est quelque chose qui s'apprend et qui est parfois complexe. Hein. Je sais que j'avais croisé une philosophe, Laure Barias, qui avait fait sa thèse sur ce sujet-là en s'interrogeant la façon dont les soignants, notamment les aides-soignants, pouvaient s'exprimer alors dans une procédure collégiale, mais qui est une procédure également qui a des versants éthiques. Et elle montrait combien c'était extrêmement compliqué, y compris sur son lieu d'étude qui était la maison Jeanne Garnier, qui est une maison historique des soins palliatifs, très ancienne, donc qui a une culture palliative ancienne. Malgré ça, les avis divergents, notamment lorsqu'ils viennent des soignants, ont énormément de mal à s'exprimer. Donc il y a un vrai travail, à mon avis, à faire, mais qu'il y a un travail à faire, même à mon avis, en amont. Hein. C'est peut-être pas nécessaire. Si, c'est aussi le sujet du jour, c'est-à-dire qu'il faut apprendre dès l'enseignement et dès les études des différents professionnels de santé de cette capacité à prendre la parole et à dire ce qu'on a à dire, ce qui ne s'apprend pas nécessairement. Et je crois beaucoup aux démarches, aux démarches qui se mettent en place actuellement de moments de croisement lors de l'enseignement, aide-soignant, IDE, kiné, médecin, de moments communs, notamment dans le cadre de l'enseignement des soins palliatifs que je connais un peu, et qui permet effectivement déjà de rencontres, déjà quand on est en phase d'enseignement. Ça s'apprend vraiment. On ne peut pas comme ça y arriver spontanément. Et j'ajouterais que le tout dernier point que vous avez abordé, effectivement, c'est essentiel qu'il puisse y avoir des lieux d'enseignement où les différentes professions apprennent dès les études à échanger ensemble. Et je reprendrai aussi l'exemple que je prenais juste avant dans mon intervention de ce comité d'éthique interassociatif.
voilà, où ils avaient décidé qu'il n'y aurait pas de médecins dans leur comité, et plus largement, ils avaient décidé qu'il n'y aurait pas d'experts, donc pas de juristes, pas de médecins, etc. Et que s'ils avaient besoin d'un éclairage particulier sur un point, évidemment, ils s'autorisaient à inviter ponctuellement un juriste pour répondre sur un point. Voilà, mais ils avaient mis ça en place voilà, avec l'idée que l'absence d'experts pouvait un peu libérer la parole des uns et des autres. Et peut-être un tout dernier exemple qui me vient d'un EHPAD francilien où la personne responsable du comité éthique me disait que là aussi il n'y avait pas de médecin dans leur comité éthique et qu'il y avait beaucoup d'aides-soignantes qui venaient et qui participaient énormément. Et qu'une fois, ils avaient invité un intervenant philosophe à venir parler. Et cette fois-là, la médecin de l'EHPAD était venue à la réunion et elle avait constaté qu'effectivement, enfin, la personne responsable du comité éthique me disait ce jour-là, les aides-soignantes n'ont pas osé prendre la parole. Voilà, donc c'est aussi une question à réfléchir de qui va composer le comité, qui on choisit. Et ce n'est pas une question évidente. Oui, Michel Hasselmann, je peux prendre la parole là. Moi, je suis 2 points, je suis là. Oui, le fait qu'il n'y ait pas de médecin, ça c'est incompréhensible pour moi. Je suis médecin, j'ai animé beaucoup de structures éthiques. Le fait qu'il n'y ait pas de directeur, c'est indispensable. Il ne faut pas qu'il y ait de directeur. J'ai connu ça dans différentes structures. Dès que le directeur arrive, tout le monde se tait. Tout le monde se tait parce qu'il est jugé parti. C'est-à-dire que les gens sont jugés sur le plan professionnel par la direction. Ça, pour moi, il ne faut pas de directeur. Alors les médecins, ça dépend ce qu'on veut faire avec un groupe éthique. J'ai l'impression que parfois, on prend ça pour des groupes balint. C'est-à-dire, vous l'avez dit, les gens viennent parler de leur souffrance, parler de leur mal-être, etc. Pour moi, ce n'est pas un groupe éthique, ça. Ce n'est pas de l'éthique, ça. Ça, c'est une façon balint, on vient s'exprimer. Si on veut faire de l'éthique, c'est pour choisir non pas le bien, mais le bon. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Comment faut-il aller? Comment peut-on se passer d'un médecin pour pouvoir savoir comment aller dans une direction plutôt que dans une autre? C'est impossible. Si on veut parler d'un groupe éthique, d'une structure éthique, dans le soin, pour savoir où est la meilleure voie à prendre, je ne dis pas le bien ou le mal, on sait bien que ce n'est pas le bien ou le mal, ça c'est des valeurs transcendantes, on ne va pas savoir si c'est bien ou c'est mal. On veut savoir si ce qu'on fait nous fait grandir, savoir si ce que l'on fait va apporter de la puissance au groupe, même en décidant de l'arrêt thérapeutique, qui était mon job, j'étais réanimateur, quand on arrêtait un traitement, le patient va décéder. Et pourtant, on se sentait plus fort, parce qu'on avait travaillé ensemble, médecins, soignants. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de différence entre les médecins et les soignants. On est tous des soignants. Donc je pense qu'un groupe éthique, pour savoir ce qu'il faut faire, doit être fait de soignants, de tout niveau. Donc je m'oppose totalement à l'idée qu'on est là pour faire du balint. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. Sinon, on se trompe de piste. Oui, effectivement, je suis bien d'accord avec vous que un groupe éthique n'est pas un groupe de parole. Enfin, évidemment, dans un groupe de parole, le but, c'est la parole. Dans un groupe éthique, la parole est un moyen, mais pas le but. Et là, je vous prenais des exemples, mais évidemment, il n'y a pas une bonne manière de faire. Je ne dis pas que dans tous les comités éthiques, il faut supprimer les médecins, ce serait absurde. Mais voilà, certains ont fait ces choix-là, et vous l'avez dit, ça dépend aussi des missions qu'on se fixe. Et il me semble qu'après, peut-être, il faut sortir de l'idée qu'il faut que tout le monde soit autour de la table. Ça peut être fait à différents niveaux. Enfin, l'important, c'est que tout le monde, à un moment, puisse s'exprimer et dire ce qu'il a à dire. Mais ça peut être à différents temps. Voilà, c'est pas forcément tout le monde autour de la table dans une même réunion, me semble-t-il. Oui, je rajouterais, Michel, je suis tout à fait d'accord avec toi, et dans le contexte hospitalier, de réanimation par exemple, je ne vois pas très bien comment un médecin ne pourrait pas y être. Par contre, dans l'éthique des micro-situations d'interaction sociale qu'on retrouve lors de la toilette, lors d'autres situations, il n'y a pas nécessairement toujours besoin d'un médecin. C'est une vraie question de la prise de parole de certaines professions lorsqu'un médecin est présent. Ça, je partage ce souci-là. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de médecin, mais il faut impérativement que ce problème-là soit réfléchi. Sinon...
Bonjour, j'entends la position du docteur Hasselmann. Pour autant, il me semble quand même qu'il faut bien différencier les situations hospitalières des situations dans les établissements sociaux, médico-sociaux. Moi, je suis directrice d'une MEX, d'une maison d'enfants à caractère social. Je peux adopter exactement la même position en disant qu'on est éducateur aussi, dans le sens où on partage le quotidien et les difficultés de nos équipes et qu'on est très souvent interpellé par les équipes éducatives qui sont elles-mêmes en difficulté face à des situations d'enfants très complexes. Donc, je pense, et c'est le parti pris qui est le mien, de dire qu'un comité éthique doit être défini dans le sens de ce que l'éthique pose comme constat et comme besoin, et non pas nécessairement comme une opposition des fonctions de chacun, et que dès lors que le cadre est posé en confiance, intelligemment, avec chaque professionnel qui occupe une place au sein du comité éthique, peut-être que ma vision des choses est un peu illusoire, certes, mais en tout cas, j'ai à cœur, avec mes équipes du moins, de dire que chacun peut avoir une place et quelque chose à dire au sens de ce que l'éthique est censée servir et non pas être un outil d'opposition des différentes fonctions. Oui, je voudrais peut-être compléter ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas être dans l'opposition des dispositifs. Il faut trouver ce qui fonctionne. Si effectivement on constate que dans un groupe de travail dans lequel les soignants sont présents, ils s'expriment sur les difficultés qu'il peut y avoir et les façons d'améliorer les pratiques, et que la présence d'un médecin va empêcher cette discussion, alors créons les conditions pour lesquelles les soignants puissent se parler, se rencontrer, et évidemment associons à un autre niveau ou en parallèle les médecins et l'ensemble de ceux qui doivent contribuer à cette réflexion. Donc en fait, l'éthique, c'est oui, faire ce qui est bon, faire ce qui est bien. Donc il faut trouver ce qui fonctionne dans le contexte dans lequel on opère, et être évidemment à l'écoute de ce qui va servir finalement ceux qui sont les bénéficiaires de notre action, qui sont les usagers, les patients, les malades, les personnes âgées. Bonjour, je vais reprendre ce que disait ma collègue. Moi-même, je suis directrice d'établissement et je vous poserai une simple question, docteur. Comment faites-vous quand c'est le directeur d'établissement qui impulse la réflexion éthique, non pas parce qu'il y a une certification, mais qui impulse une réflexion éthique parce que derrière, il y a quand même des situations très complexes qu'il faut pouvoir gérer, alors des situations très simples. Comment on fait sortir un résident d'une chambre quand la famille s'y oppose ? Comment on gère la vie intime et sexuelle des résidents personnes âgées quand on a une famille qui est mal à l'aise, quand on a une équipe qui ne sait pas gérer ces situations. À un moment donné, je pense que dans un comité éthique, on va retirer notre casquette de directeur, mais prendre une posture de soignante, si on l'a ou pas, et de se permettre de poser des questions derrière pour travailler tous ensemble et prendre une décision à un instant T qui soit collégiale et la meilleure dans la situation donnée, et qui sera peut-être pas celle-ci qu'on prendra demain. Mais là, moi, je peux être que d'accord avec vous. Simplement, vous l'avez dit, il faut que le directeur il enlève sa casquette. Or, mon expérience, parce que j'en ai pratiqué beaucoup, c'est que quand il y a un directeur, malheureusement, souvent, il n'enlève pas sa casquette. C'est-à-dire que le personnel qui est là ne parle pas comme quand il n'est pas là. C'est à l'expérience, c'est du vécu. Vous avez raison, si vous êtes soignante et que vous êtes directeur, ou vous êtes directeur, ou docteur, ou moi j'étais prof, et si j'arrive comme prof, alors plus personne parle. Ben non, il ne faut pas ça, c'est sûr. Il faut arriver comme un soignant, un impliqué dans la décision, sans jugement de valeur. C'est ça que je veux dire. Alors qu'il y ait des directeurs, oui, bien sûr, mais attention, c'est difficile comme position, hein, de venir et puis de se laisser, de plus avoir sa fonction de directeur, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'une décision, une direction, la direction est importante pour prendre une décision finale, ça c'est clair. Mais à l'usage, j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas. C'est très difficile de parler quand on sait qu'il y a son supérieur hiérarchique dont on dépend qui est là. Vous le faites. Moi, je ne peux pas parler en EHPAD. Bon, j'ai eu des parents qui étaient en EHPAD, etc. C'est vrai. Ça, j'en sais rien. Moi, je parle de l'hôpital, et plus précisément du CHU où j'ai travaillé. Là, je crois qu'il ne faut surtout pas confondre
Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, il ne faut pas confondre une structure éthique avec un lieu de parole pour sortir les états d'âme, je vais dire, des uns et des autres. C'est bien, il faut que ça existe, ça. Je ne dis pas que ça c'est important, il faut qu'il y en ait. Mais si on veut faire de l'éthique soignante pour le patient, pour moi, c'est autre chose. C'est ça une structure éthique pour moi. C'est ce qu'on doit définir comme le bon pour le sujet soigné. Alors, bon, les gens doivent intervenir, mais nus, sans leur casquette. Et quand on est médecin, c'est pas toujours facile de faire ça non plus. Parce que les personnels ne parlent pas trop. Une aide-soignante ne parle pas trop. Une ASH, moi je faisais venir des ASH aussi. Un kiné, la diététicienne, etc. Si on veut que ces gens-là s'expriment, il faut absolument qu'on sache, nous, qui sommes réputés être au-dessus, qu'on se mette au niveau de tout le monde. Hein. Notre parole ne doit pas être plus valorisée ou valorisante que celle de l'autre. Mais c'est dur à faire, ça. C'est un apprentissage, mais il faut le faire. Peut-être pour réagir à ce qui a été dit, il me semble que voilà, faut tenir compte aussi de la temporalité, et ça peut prendre du temps aussi pour qu'il y ait vraiment une dynamique de groupe dans une structure éthique qui se mette en place. Voilà, et tout ne va pas se faire du jour au lendemain, donc il faut aussi se laisser le temps que les uns et les autres prennent confiance, que leur parole est légitime, etc. Et juste un mot aussi sur lorsque c'est un directeur d'établissement qui impulse la démarche. Ce que j'ai pu observer et qui, je trouve, fonctionne assez bien, c'est que dans ce cas-là, le directeur qui impulse la démarche propose un temps de réflexion avec l'ensemble des professionnels intéressés et aussi des usagers, des résidents, de se prendre, je pense notamment c'était un EHPAD qui voulait mettre en place un comité éthique. Ils avaient organisé toute une journée de sensibilisation pour l'ensemble des personnes intéressées. Et l'idée, c'était de réfléchir ensemble notamment à la composition du groupe éthique, et donc de soumettre cette question à l'ensemble des personnes intéressées, notamment est-ce que le directeur doit être présent ou pas, qu'est-ce que vous en pensez, et de laisser l'ensemble des personnes intéressées en discuter collectivement. Oui, merci. Je voulais juste intervenir aussi par rapport à cette question de qui participe, et qui pose surtout la question du cadre d'intervention, c'est-à-dire de la personne qui va animer et porter le comité d'éthique. Il y a un certain nombre aussi de règles qu'il s'agit de s'imposer. Notamment cette question aussi de la liberté de la parole. La parole, elle se prend, elle ne se donne pas. Et il s'agit de sécuriser aussi beaucoup le groupe. Il s'agit de sécuriser le groupe pour que justement cette parole puisse se libérer de petit à petit, et que justement il n'y ait pas de crainte de représailles. Ce qu'on a pu connaître, nous, en tout cas dans notre comité d'éthique à nous, il y a eu des situations effectivement où, parce que le cadre n'était pas suffisamment garanti non plus. Donc il s'agit d'être vraiment dans une vigilance aussi par rapport à ça. Et on ne peut pas... on reste, même si on fait de l'éthique, on reste professionnel. Cette question du statut, du rôle, de la fonction, etc., elle est essentielle, évidemment. Mais on ne peut pas entièrement se départir de la fonction dans laquelle nous on intervient dans l'établissement. Voilà, moi, je suis psychologue. Le médecin, c'est le médecin. Voilà, mais on interviendra quand même toujours un petit peu de cette place-là. Alors, il s'agit pour chacun d'apprendre, oui, et de cheminer aussi. Ça ne se fait pas comme ça, de se départir un peu de cette hiérarchisation. Mais bien sûr, quand il y a des infirmières et des aides-soignantes, de fait, il y a déjà quelque chose d'une hiérarchie qui se pose. Mais de pouvoir un peu mettre ça de côté pour pouvoir justement permettre à la parole de circuler le plus librement possible. Mais après, bien sûr, c'est peut-être un idéal, mais en tout cas d'essayer, en tout cas de veiller à ça pour la personne qui anime aussi, qui anime et qui tient le comité. Ça me paraît essentiel. Oui, bien sûr, il y a le rôle de l'animateur, il est essentiel dans ce cas-là, et c'est sûr que le cadre qui est posé peut
peut aussi contribuer à libérer la parole. Et juste pour prendre un exemple, il peut par exemple être garanti au départ qu'il y a une confidentialité au sens où rien ne sort du groupe éthique sans l'accord de tous les membres. Voilà, ça peut contribuer à ce que les personnes osent davantage s'exprimer. Et après, il peut y avoir effectivement plein de techniques d'animation qui peuvent aider aussi à ça. Ça peut être... alors, c'est pas toujours adapté, mais ça peut être de proposer aussi des expressions en petits groupes et ensuite une mise en commun. Ça peut, voilà, pour les personnes qui osent moins prendre la parole, ça peut aider de parler juste devant 2 personnes et pas devant 15. Et juste dernier point qui fonctionne aussi bien, que j'ai pu voir dans différents groupes éthiques, c'est de proposer systématiquement que les personnes qui ont le moins l'habitude de prendre la parole, de leur proposer en premier de parler et ensuite les autres complètent si besoin. Mais voilà, il peut y avoir comme ça des petites règles d'animation qui peuvent fonctionner, en tout cas qui peuvent se tester. J'aimerais compléter ce que vient de dire ma collègue par rapport à la question du cadre, qui soit bien posé, mais il y a des choses un peu plus complexes qui sont de l'ordre de l'inconscient, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un qui a une fonction précise parle bien, enfin semble bien parler, et du coup ça fait une espèce d'autorité inconsciente qui est portée sur les membres du groupe, ou potentiellement les personnes qui ont l'impression de ne pas avoir cette capacité de verbalisation identique ont peut-être l'impression d'avoir moins de choses à dire. Et cette question du bien parler, pour moi, semble importante à aborder dans un groupe de réflexion éthique. Moi, je voulais rajouter par rapport à tout ce que vous avez pu dire, je vous rejoins les uns les autres sur les différents points. On parle beaucoup de la direction, effectivement, qui peut être bloquante pour la parole, mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de dire que quand on est dans une position de direction, c'est aussi être en capacité, nous, directeurs ou adjoints de direction, de se mettre un peu à nu, de parler de ce qu'on est soi-même, parce que l'éthique, on met de soi-même. Donc on pourrait aussi le voir dans cet angle-là. Mais ce que je tiens à dire, c'est que quand ça fonctionne, quand effectivement les casquettes, bien sûr toujours un minimum présentes, mais elles sont un peu plus cachées, mais quel plaisir moi je peux avoir dans le comité d'éthique quand mes collègues me voient avec, en tant qu'infirmière, avec ma réflexion d'infirmière, avec ces échanges vraiment de soignants et plus forcément de directeurs. Donc c'est aussi quand ça fonctionne, quand tout le monde peut parler, quand tout le monde se fait confiance, de voir ce fonctionnement-là et d'être effectivement dans retourner sur ces anciennes fonctions et retrouver un petit peu ce sens de soignant dans la réflexion. C'est effectivement une particularité des directeurs des EHPAD notamment, d'être quand même assez fréquemment d'anciens soignants, ce qui change un peu leur position, ce qui n'est pas le cas habituellement des directeurs des grands hôpitaux, sauf récemment, là maintenant à Strasbourg, puisqu'on a un professeur d'université, médecin, qui est devenu directeur. Pour les directeurs, je voudrais juste encore rajouter, si ma voix le permet, c'est que l'éthique, c'est une réflexion qui part du terrain, qui s'en éloigne un peu, qui essaie de trouver la meilleure solution possible pour le bien de l'usager et d'y revenir sur le terrain. Et le fait d'associer un directeur lorsqu'il veut bien effectivement ne pas garder sa casquette de directeur, ça permet parfois de retourner beaucoup plus rapidement sur le terrain et de mettre en œuvre ce qui a été porté par la réflexion du groupe. Oui, je me pose la question. Alors, il y a beaucoup de professionnels aujourd'hui. Nous sommes quelques représentants d'usagers qui siégeons dans des commissions des usagers. Donc, mais ma question, c'est est-ce qu'un comité d'éthique, est-ce que vos différents comités d'éthique que vous faites fonctionner dans vos établissements laissent de la place justement aux usagers et dans quelle mesure à leur famille ou à leurs proches aidants. Il y a donc cette question-là que je me pose parce que j'entends bien, on fait le bien pour
l'usager. Enfin, je rebondis un petit peu à ce que disait M. Karcher tout au début de son intervention. Il disait la démarche très paternaliste, donc ça c'était par rapport aux évaluations et tout ça. Mais là, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une démarche un peu pareille, dans la mesure où dans pas mal de comités ou de cellules qui fonctionnent au niveau des établissements, il n'y a pas accès pour les familles à cette cellule ou à parce que les familles aussi peuvent se poser des questions sur la manière dont est prise en soin leurs proches résidents dans un EHPAD ou leurs proches patients dans un établissement de soins. Et puis ensuite, j'ai une autre question, alors c'est qui me vient un petit peu par rapport au droit à l'autodétermination de la personne, justement vulnérable ou âgée, ou dans toute cette réflexion, quelle est la part qui est donnée, enfin peut-être que vous l'avez déjà probablement abordé dans vos différentes réflexions, mais ce droit à l'autodétermination de la personne qui séjourne dans une résidence pour personnes âgées ou autres. Quelle est la place de ce droit dans vos réflexions? Voilà ce que il y a eu notamment au niveau régional dans une instance où je siège, il y a eu des débats avec le public justement autour de ces questions. Et donc ça me paraît un droit essentiel aussi. Et quelle est sa place dans vos différentes réflexions? Merci beaucoup pour vos remarques et questionnements. Sur la place des personnes concernées et de leurs proches, effectivement, ça c'est un point essentiel. D'ailleurs, c'est dans les critères aussi du référentiel, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire sur ce plan-là dans les structures éthiques que j'ai pu observer. Voilà, pour la plupart, c'est encore un point compliqué de faire une place aux personnes concernées et leurs proches. Et comme vous l'avez dit très justement, évidemment que les proches, notamment, sont confrontés eux aussi à des dilemmes, à des doutes sur la manière d'accompagner leurs proches. Donc, il me semble que ces structures devraient pouvoir... ces structures devraient pouvoir être ouvertes aux proches, aux personnes concernées, notamment sur les structures qui peuvent être saisies sur certaines situations particulières. La possibilité de saisir, elle n'est pas toujours ouverte aussi aux personnes concernées et aux proches. Et voilà, ça, il me semble que ce serait un point... c'est un axe d'amélioration, en tout cas, à travailler. Mais il me semble que ça, c'est aussi des choses qu'on a abordées dans nos groupes de travail. Je pense que pour qu'il y ait une meilleure participation des personnes concernées, il y a un certain nombre de freins à lever des deux côtés, enfin côté professionnel, mais côté usager aussi. Et c'était une représentante des usagers à Paris qui disait ça. Je trouvais ça intéressant. Elle disait que, en fait, pour la majorité des usagers et des représentants d'usagers, l'éthique, c'est quelque chose qui concerne les professionnels, en fait, et qui est un peu le bien dû aux patients. Mais voilà, donc là, il y a, je pense, un travail à faire sur les représentations aussi, sur le fait que c'est, encore une fois, l'affaire de tous, y compris des personnes concernées. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Oui, si, je voulais aussi rebondir sur ce que disait Madame tout à l'heure sur cette idée d'autorité inconsciente qui pourrait freiner. Et ça aussi, ça fait partie, je pense, du cadre qui doit être rappelé au début des réunions, que justement en éthique, il n'y a pas de réponse évidente, donc en fait, personne n'a la réponse. Et c'est vrai qu'on peut inconsciemment toujours avoir un peu tendance à penser que quelque part, il y a un peu un expert ou un sage qui saurait quoi faire. Et voilà, donc de rappeler aussi ce cadre-là, que personne n'a la réponse, quelle que soit sa place dans la hiérarchie, quoi.
Oui, pour l'instant, effectivement, la participation des usagers au comité d'éthique ou à la réflexion éthique reste tout à fait embryonnaire, hein, mais parfois la réflexion éthique en elle-même est embryonnaire. Donc c'est vrai qu'il faut, il faut un travail, et puis il faut un travail, comme vous l'avez dit, il faudra également un travail pour savoir exactement comment on peut intervenir, comment les usagers, comment éventuellement même les résidents en eux-mêmes puissent intervenir. C'est pas quelque chose qui est spontané, hein, je veux dire. Donc il va falloir vraiment là aussi avoir un vrai travail. On disait tout à l'heure pour les professionnels, notamment les aides-soignants, pour qu'ils puissent s'exprimer. Ça sera encore, à mon avis, plus compliqué pour les usagers en général et les résidents en particulier. Mais là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, que peut-être faut sortir de l'idée aussi que c'est nécessairement tout le monde autour de la même table, à une même réunion. Et j'ai en tête une structure éthique à Paris qui travaille avec des usagers en service de psychiatrie. Et en fait, quand ils ont interrogé ces usagers, ils disaient, mais nous, en fait, on n'a pas envie d'être exposés face à un comité, etc. Mais par contre, on a quand même envie de participer à la réflexion éthique. Et du coup, ce qu'ils ont mis en place, c'est un dispositif à part, en fait, pour les usagers. Et après, il faut veiller à ce qu'il y ait des liens, évidemment, entre ces différents espaces de réflexion. Mais voilà, ça peut être des espaces différents. Alors nous, dans le comité éthique qu'on a mis en place, on a les usagers et on a les familles présentes. Et on a fait en sorte que ce soit à peu près pair, donc le nombre de professionnels et le nombre de résidents et de familles. Et ça se passe plutôt bien. Oui, moi je voudrais encore rajouter un mot, c'est que quand on parle de comité d'éthique ou d'éthique, je ne sais pas de quoi on parle finalement, parce que une structure éthique, ça peut être une structure qui réfléchit sur des grands sujets, désincarnés. Est-ce que c'est notre rôle, ça? Est-ce que c'est là, nous, les équipes soignantes, que ce soit hôpital ou EHPAD, est-ce que c'est à nous de penser cette affaire-là? Oui, peut-être. Mais je pense que si on veut penser ces sujets, qu'on va dire grands, transversaux, désincarnés, je pense qu'il ne faut pas réinventer l'eau tiède. Il faut prendre ce qui a déjà été publié par des sociétés savantes, par le CCME, par les instances éventuellement religieuses, etc., et voir comment, dans nos structures, on peut ou pas adapter ces affaires-là, et non pas vouloir tout réinventer. Bon, ça, c'est un premier point. C'est intéressant, passionnant, et là, je pense que beaucoup de personnes doivent intervenir. Après, il y a l'autre élément qui est différent, c'est ce qu'on appelle l'éthique clinique, c'est-à-dire ce qui se passe sur le terrain, dans la vraie vie, avec des vrais sujets concrets, comme on a fait à Strasbourg et dans d'autres lieux, avec l'unité d'éthique clinique, qu'on voit à Cochin, qu'on voit ailleurs, vous connaissez. Ça, c'est pour répondre à des questions ponctuelles de soins, de prise de décision. Alors, est-ce que les familles et les patients doivent être là-dedans? Je ne le crois pas, parce qu'ils sont jugés partis à ce moment-là. Et personnellement, j'ai eu la chance d'être à la commission des usagers de la CRSA en Alsace, donc l'ARS. J'ai vu que les usagers qui sont dans la CRSA, c'est des nobles personnages, hein. Ils ont peur des décisions, d'intervenir dans ces trucs-là. C'est très curieux. Je n'ai jamais réussi à insuffler vraiment des questions éthiques. C'était plus d'évaluer la qualité des soins sur le questionnaire de sortie. C'était des choses comme ça. Donc je crois que si on parle d'éthique, je reviens au premier propos, bien différencier ce qui est de l'éthique de réflexion très générale et l'éthique clinique. Et je pense que les groupes ne sont pas les mêmes à ce moment-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, l'éthique en EHPAD est quand même essentiellement, et en structure médico-sociale, est essentiellement une éthique contextuelle, hein, c'est-à-dire qu'on se rapproche de la situation. Ceci dit, et on l'a bien vu lors de la Covid, et ça a été vraiment un angle mort de la chose, il y a un certain nombre de décisions importantes qui ont été prises de façon générale, sans que jamais, à un moment ou à un autre, on ait fait l'effort de discuter avec les usagers sur le fait qu'on fermait les... Alors, ça a été imposé globalement, mais j'ai bien connu dans les 2 années qui ont suivi le début de la Covid, des structures qui ne se sont jamais ouvertes, hein, et qui n'ont, par ailleurs, non plus jamais sollicité l'avis. Et ça, c'est quelque chose qui peut
inclure et qui doit inclure impérativement les usagers. Je veux dire, c'est une question de niveau de risque, de protection contre le risque. Et ça, globalement, une communauté peut dire que, ou non, prendre un certain risque pour permettre la poursuite d'une relation, avec les familles. Ça peut se dire et ça peut s'écouter. Et c'est pas compliqué, à mon avis. Mais il faut le vouloir. Pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, effectivement, selon les structures éthiques, il peut y avoir des missions différentes. Certains ont décidé de réfléchir sur des thématiques générales, d'autres vont plutôt décider de faire de l'éthique clinique. Mais dans les deux cas, il me semble que c'est important de veiller à ce qu'il y ait des allers-retours entre le général et le particulier pour évidemment être ni dans quelque chose de hors-sol, déconnecté, etc., et désincarné, ni être dans quelque chose où on manquerait de prise de recul. Et voilà, et en éthique clinique, ça peut être intéressant aussi de voir sur chaque situation individuelle quel enseignement ça peut nous procurer pour la suite, et d'essayer de voir les situations récurrentes, de prendre un peu de la distance aussi comme ça. Et juste un point aussi sur le fait d'inclure les personnes concernées en éthique clinique. Et il me semble que c'est comme ça que fonctionne le centre d'éthique clinique de Cochin. Effectivement, les personnes concernées, sur une situation singulière, la personne directement concernée n'est pas présente dans les échanges, parce qu'évidemment, ce serait beaucoup trop violent, je pense. Mais en revanche, en amont, en général, 2 ou 3 personnes du groupe éthique vont rencontrer la personne directement concernée, pour lui dire qu'il y a une réflexion qui est menée, qui va être menée sur la situation, et pour recueillir son positionnement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me choque toujours un peu dans les différents groupes éthiques que j'ai pu rencontrer. C'est que, en l'occurrence, ceux qui font de l'éthique clinique, la plupart du temps, s'ils discutent d'un patient, le patient n'est pas au courant que sa situation est discutée. Et alors certes, je pense que c'est pas sa place d'être présent dans ces réflexions, mais ça ne veut pas dire que son positionnement ne peut pas être recueilli en amont, et surtout qu'il soit informé que sa situation va être discutée. On va peut-être juste prendre encore une question. Donc je n'en doutais pas, ça donne lieu à beaucoup de débats, et donc je suis content, mais on va faire une pause. Donc on prendra encore une question, on aura encore d'autres moments de partage. Et c'est très bien d'avoir le débat. Donc, oui. Sur la question de la participation citoyenne, je pense et des usagers, je ne pense pas qu'il faille en avoir peur. C'est-à-dire je pense au contraire, notre responsabilité, c'est d'amener tout un chacun à réfléchir à ces questions de fond. Parce qu'évidemment, vous l'avez dit, madame, il y a la pratique, mais la pratique, elle doit se nourrir des valeurs. Et il faut que tout le monde puisse réfléchir sur les valeurs. Et je prendre finalement le travail qu'a fait l'EREJ avec ces réunions d'information sur la fin de vie, c'était bien d'éclairer le grand public sur ces questions éthiques. Et la Convention citoyenne sur la fin de vie, avec ses 150 citoyens tirés au sort, c'est bien l'idée de faire réfléchir tout le monde et d'amener tout le monde au niveau auquel il peut réfléchir à ces questions. Donc ça, je pense que c'est notre responsabilité dans les institutions, d'amener tout le monde à réfléchir, parce qu'à la fin, il s'agit de nous. Et donc, et encore plus dans une petite institution qui est un petit milieu de vie dans lequel. Donc, je vous remercie tous pour ces échanges qui ont été très riches. Je n'en doutais pas initialement. Et je propose une pause d'1 quart d'heure. C'est ce qu'on a dit. Merci encore. Merci.